13 000 km nous séparent de Paris à Bogota. 2 fois grande comme la France, la Colombie est encerclée par le Panama, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, l'océan Pacifique et la mer des Antilles. Paris, Madrid, Caracas, Bogota, 13 heures de vol. La Colombie a 1000 visages. Faut-il chercher la réalité dans les gratte-ciels et les bidonvilles de Bogota, dans la masse grise de ses 3 millions d'habitants? À Bogota, chacun connaît ce dicton. Laissez votre argent dans un coffre, mais ayez toujours une poignée de dollars avec vous, votre passeport dans le pantalon. Ces recommandations n'ont que la valeur d'un gilet pare-balles. La colline de Montserrat domine la ville de ses 3000 mètres. La cité repose sur un altiplano au milieu d'une cordillère. Paradis et enfer, les deux sont réalité. L'ordure et le vice se conjoignent. Devant chaque maison, une enseigne indique un mauvais lieu. Des filles de 12 ans pour 3,50 francs côtoient des marchands d'émeraudes. « 5000 enfants dorment dans les rues. 25% des habitants ne gagnent même pas $1,50 par jour. C'est pourquoi Bogota est réputée comme la ville la plus dangereuse du monde. Les petits métiers abondent parmi le balai incessant des bus qui donnent le vertige. Coût moyen 10 pesos, soit 1 franc pour un trajet urbain. Grandeur et misère d'un peuple, enfants abandonnés sur le trottoir, la rue appartient aux gaminos, qui en bande armée font régner leurs lois. Le véritable apport de devises autre que le café est bien la cocaïne. Le traitement reste artisanal, on foule aux pieds les feuilles de coca pendant 2 jours. Il faut 100 kg de feuilles, 20 litres de kérosène, 1 litre de chaux et d'acide sulfurique pour 1 kg de pâte, dont on extrait la poudre finale. Les guérilleros sont impitoyablement pourchassés par l'armée officielle de la République. Les militaires reçoivent du matériel américain. Les suspects sont emmenés vers une destination inconnue. Ici, la répression s'abat sur les sympathisants de la cause paysanne. La plus grande collection d'or d'Amérique du Sud est réunie dans ce musée. L'or des Incas n'était pas une légende. Il existe bien, et ce ne sont que quelques échantillons, faute d'éclairage, que nous vous présentons. Les paysans trouvent parfois, quand ils ne pillent pas, ces trésors qu'ils revendent pour une bouchée de pain aux receleurs. Le sud colombien à San Agustín, altitude 1700 mètres. C'est en jeep tout-terrain que nous découvrons ces paysages peu troublés par les gringos que nous sommes. Entouré par les plantations de café, El Salto del Mortiño chute de 300 mètres dans ce gouffre d'origine volcanique. Le plus important site archéologique est son symbolique Dobleyo, le double moi.
Les tombes sont recouvertes de dalles de pierre. La plupart ont été pillées du temps des conquistadors espagnols. 550 statues ont été découvertes et l'ensemble des fouilles révèle un haut lieu spirituel qui daterait de 3000 ans. Les civilisations précolombiennes nous ont laissé ces étranges statues d'origine funéraire. L'origine du peuple constructeur de tombes est inconnue. L'empreinte de l'Espagne médiévale est ici particulièrement tenace. Murs blancs et rues en terre battue, uniquement les chevaux pour se déplacer. 4 heures sur la selle de cuir en longeant des précipices vertigineux, c'est dur, mais quelle satisfaction! Les flots bouillonnants du fleuve Magdalena traversent les gorges del Estrecho. Nos arrière-trains mis à rude épreuve trouvent là un repos bien mérité. Toujours plus au sud, une halte nocturne dans la ville poussiéreuse de Popayán. Un récent tremblement de terre a secoué la ville. Plus de 3000 victimes, des ruines, des maisons durement touchées, ainsi que notre hôtel où nous a-t-on dit que les secousses régulières lézardaient encore plus les murs. Cuando quedó viudo Toño, le quedó un hijo varón. Le groupe se dirige maintenant vers Ipiales, la frontière. Les bus consomment une essence non raffinée. Elle est vendue au gallon américain, soit 3,40 litres. Ici, nous rencontrons la communauté noire, pure descendante d'esclaves, amenée pendant la conquête espagnole. Un jeune noir me propose un peu de marijuana. Non merci, je n'ai pas besoin de drogue. La Colombie me suffit. Et il repart en titubant. Nous venons de parcourir maintenant près de 900 km. Le passage en Équateur se déroule sans problème. Quelle chance! Premier contact du pays Équateur. Le lac San Pablo est une petite mer intérieure à 2600 mètres au pied du volcan Imbabura. Dans ces eaux froides balayées par un vent glacial, les femmes et leurs enfants viennent laver. Le samedi, certains viennent se baigner. Quelle raison ancestrale les pousse donc à accomplir leur rituel dans ces eaux magiques? Ne dit-on pas que serait engloutie ici l'une des mystérieuses cités d'or? En tout cas, il nous paraît certain qu'ils y puisent leur constitution robuste. Si vous allez en Équateur, vous ne devez pas ignorer Otavalo et son célèbre marché. Il est relativement silencieux. Toutes les transactions se déroulent à voix basse. Pourtant, 15 000 Otavalenos se pressent dans les rues, proposant leurs produits. Il est bien difficile de marchander. Ces Indiens sont regroupés en coopératives et ont compris l'intérêt touristique de leur artisanat. Ici, les femmes portent des colliers de perles dorées et une coiffe particulière. Les hommes portent le chapeau de feutre noir et de longues nattes. Ces différentes ethnies qui peuplent l'Équateur sont toutes de petite taille et chacune est différenciée de l'autre par son costume. En 1519, soit 27 ans après Christophe Colomb, les Indiens virent en l'arrivée de François Pizarro le dieu du soleil levant.
Quito était l'une des capitales de l'Empire Inca. Le dernier empereur Atahualpa fit brûler la ville plutôt que de la voir tomber aux mains des Espagnols. 10 000 Indiens furent massacrés en représailles. Quito possède 87 églises baroques, mais voici de nos jours la reconstruction d'une cathédrale gothique en béton armé. Les subventions proviennent de fonds internationaux, car la ville est classée patrimoine historique. Place de l'Indépendance, le 10 août 1984, Léon Hurtado est élu 15e président. Comme la plupart de ses prédécesseurs, il prêche la réunification du pays et du peuple avec l'aide de Dieu. Les coups d'État militaires sont fréquents. L'ancien président est mort dans le sabotage de son avion. Il avait des idées nationalistes. L'instabilité du pouvoir entraîne gaspillage et chaos économique. L'infiltration des États-Unis emporte une lourde responsabilité. À 40 km au nord de Quito, le monument équatorial fut construit en 1936 pour le bicentenaire de la mission française de géophysique dirigée par Charles de la Condamine au XVIIIe siècle et qui était chargé de mesurer les dimensions de la Terre. Cette mission détermina ici la ligne de l'équateur divisant la planète en deux hémisphères. Au loin, le volcan Cotopaxi culminant à 5900 mètres. Sur le mont Panecillo, la Vierge veille sur la ville. La statue est constituée de 7000 pièces de bronze, aluminium et fer. Avec ses 31 mètres de haut, on atteint ici l'altitude de 3000 mètres. Quito possède encore le charme discret du passé, et jamais l'art colonial n'a trouvé meilleure expression dans cette vallée. La ville est encerclée de montagnes élevées de 4800 mètres. Deux secteurs, l'un moderne bien quadrillé avec les ambassades et les banques, et l'autre quartier colonial aux rues tortueuses et folkloriques. C'est à ce titre que Quito justifie son nom de Florence de l'Amérique. Le couvent San Francisco regorge de trésors, mais les moines ne se prêtent pas volontiers au jeu de la caméra pour les montrer. En mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir.
Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí. Alors à cette époque-là, bien sûr, les toréadors étaient plutôt des apprentis bouchers. L'homme que vous allez voir se fait encorner par le taureau. On va l'amener sur une civière. Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Te dejo el corazón que un día te entregué. On le renvoie quelques minutes après dans l'arène. No sé si volveré cuando lejos esté. Mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé. On devine les blessures à la cuisse, mais il essaie quand même. Car s'il parvient à tuer la bête, il aura tout simplement son salaire. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste. Sigue tu feliz que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir yo seré tu amigo. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste. Autre particularité, comme au Mexique, les nains sont là pour apporter un divertissement, mais eux aussi sont tout aussi des monstres bouchers. J'ai insisté pour filmer. Je ne sais si aujourd'hui cela existe encore. Que un día te entregué, me voy con mi dolor. No sé si volveré cuando lejos esté. Mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé. Ce matin-là, deux solutions pour voyager. Courir après le train ou grimper sur le wagon faute de place. C'est ce que nous avons fait. Après les vérifications d'usage, le convoi s'ébranle sur l'étroite voie. Pendant près de 10 heures, nous serons installés sur ce toit, constamment exposés au noir de fumée, aux brusques changements de température selon l'altitude et aux tonnes de poussière soulevées. La voie ferrée traverse l'avenue des volcans dans les hauts plateaux andins. Parfois, le convoi semble secoué par une explosion. C'est tout simplement la motrice qui vient d'heurter un gros rocher qu'elle entraîne ou broie sous ses roues. Après, en bateau, nous atteignons le lac de Colta, où une halte s'impose pour se dégourdir les jambes. Les glissements de terrain sont monnaie courante. Les rails subissent des dommages qu'il faut seulement réparer quand un train est annoncé. Autant dire que ce n'est pas souvent. « 10 heures de train, des kilos de poussière avalée, une douche glacée et une courte nuit n'ont pas du tout altéré notre morale. La preuve, 12 heures de bus supplémentaires au programme.
Un obstacle imprévu va nous bloquer pendant près de 4 heures. La piste est totalement recouverte de rochers. Les bulldozers construisent une nouvelle route. Celle que nous avons empruntée est la célèbre panaméricaine qui a été tracée en 1930. Elle relie les USA à la Pointe de Feu en Argentine. Les quelques routes asphaltées au bord des villes ne sont que de dangereuses pistes les 3/4 du temps. Il est urgent d'entreprendre de sérieux travaux. Après Guayaquil et Quito, Cuenca est la 3e ville du pays. Le marché traditionnel revêt ici de nouvelles couleurs, de nouveaux costumes et une race d'Indiens bien particuliers, ce sont les Cañaris. Les paysans viennent parfois de très loin en camion et la distribution d'essence se fait au compte-gouttes. La plus grande industrie de la ville, c'est la fabrique des célèbres chapeaux de Panama. Le succès de ce chapeau remonte à la construction du canal de Panama. Les ouvriers le portaient pour se protéger du soleil. Par la suite, les voyageurs le remarquèrent, croyant à une production locale. Aujourd'hui, cette industrie fait vivre 2000 personnes. À 3100 mètres d'altitude, perdu dans la montagne, se dresse Ingapirca, le temple du soleil. Sa construction remonterait au XVe siècle et serait une ancienne résidence de l'empereur Inca, Huayna Capac. Les pierres de diorite sont taillées suivant le modèle employé par tous les architectes incas. Elles ont été dessinées, travaillées et disposées de telle façon qu'aucun ciment ne maintient l'édifice. L'ouvrage est étrange et merveilleux. Sans aucun doute, les architectes incas avaient un goût prononcé pour les assemblages irréguliers. L'édification de ces murs exigeait des mois de travail pour y insérer un bloc l'un après l'autre. Dans cette zone où les séismes continuent à culbuter les constructions de type classique, celles de la maçonnerie inca ont survécu depuis des siècles. Le Chimborazo est le plus haut sommet de l'Équateur et le deuxième des Andes après l'Aconcagua. L'ascension du volcan se révèle une expérience unique de la haute montagne. Le groupe a loué un camion au marché de Riobamba et se fait conduire sur une piste déserte dans le matin brumeux. Le brouillard s'épaissit de plus en plus. Le paysage n'est que cendres volcaniques et maigre végétation balayée par le vent glacial. Arrivé au refuge, le camp de base, l'altitude est de 4700 mètres.
Nous devons rejoindre un deuxième refuge à 5000 mètres, où nous attendent des provisions et l'équipement pour tenter l'ultime ascension à 6310 mètres. Chaque pas est un calvaire, l'air se raréfie, le cœur s'accélère dangereusement. C'est le soroche, le mal des montagnes qui ne pardonne pas pour celui qui n'est pas acclimaté. Certains s'évanouissent. L'effort conjugué de tous et des tablettes de glucose concentré permettent une rapide réanimation, mais le sujet reste euphorique. Le temps se gâte. L'atmosphère est chargée d'électricité, annonçant l'orage. Nous parvenons quand même à 5450 mètres au bout de 5 heures d'effort. Impossible d'aller plus haut, le gel progresse et mes batteries sont déchargées. Il nous restait une nuit de bivouac et 830 mètres pour atteindre le sommet. Il faut savoir renoncer, c'est une preuve de courage. À cette altitude, on peut constater l'éclatement d'un tube de dentifrice dû aux variations de pression. Heureusement que nos bouteilles d'alcool n'ont pas subi de dégâts. C'est dans ce tas de ferraille ambulant au modeste confort que nous voyageons en toute sécurité. Un crucifix est collé sur le compteur à côté de la photo de Che Guevara. Baños, comme son nom l'indique, est une station thermale. Le climat permet la culture de la canne à sucre. Le dimanche a lieu la bénédiction des voitures et de ses propriétaires par le curé de la paroisse. L'eau verte des piscines est colorée par un apport d'oxyde de cuivre. Un volcan tout proche, le Tungurahua, disperse des sources d'eau chaude pour le bonheur de tous. Découverte de l'Oriente, la partie tropicale amazonienne. Cette zone est appelée un jour à devenir le centre économique de l'Équateur en raison des immenses richesses naturelles. Les limites territoriales de cette région sont contestées. L'Équateur n'accepte pas les frontières imposées par le Pérou depuis 1942. Si bien équipé que l'on soit, l'expédition reste un défi constant. Nous achetons l'indispensable gamelle et les provisions, ainsi que 20 mètres de toile, car Jean-Pierre, dit Pedro, est le technicien du hamac. Ça a l'air de tenir, ok. Gérard s'occupera donc du métrage.
L'expédition est bien amorcée. Le bac nous amène sur l'autre rive du fleuve Aguarico, où 2 pirogues nous attendent. Nous allons parcourir une boucle de près de 300 km sur le Rio et ses affluents. À bord, l'indispensable réserve de 120 litres d'essence, plus qu'il n'en faut, mais c'est bien plus prudent. La végétation est exubérante et l'humidité constante. Première rencontre avec des indigènes dans leur village de bambous et palmes tressées. Chaque tribu garde pour elle seule ses secrets. C'est ainsi que se perdent de véritables trésors de connaissances. La jungle représente le tiers des forêts de toute la Terre. Ici, les espèces végétales se comptent par milliers. L'Amazonie, 6 millions de kilomètres carrés, 11 fois la France, 1/7 de toute l'eau de la planète. Des chiffres extraordinaires, mais notre émotion l'est encore plus. Ce matin, nous déjeunons chez la tribu des Cofanes, dans une case construite sur pilotis. La tradition persiste de l'homme achetant sa femme ou la troquant contre des marchandises diverses. Les femmes, elles, sont effarouchées et se montrent difficilement. Le chef nous invite à visiter son domaine de chasse, la selva ou bien la forêt, dont il connaît les moindres pièges. Le Rio est très bas en ce mois d'août. Les eaux baissent en moyenne de 8 mètres et de 15 au maximum. Les poissons hibernent dans la vase en attendant la remontée. Le temps et la distance ont façonné ici la mosaïque de la planète.
blanc est toujours le conquistador. Assoiffé de richesses, il détourne les fleuves, construit des barrages, déboise sauvagement. Il asphyxie petit à petit cet énorme poumon de la terre. L'Amazonie est en régression et avec elle les humains qui en connaissent ses secrets. Pourtant, la forêt vierge semble parfois prendre sa revanche. Les Indiens sont persuadés que les plantes ont une origine humaine, c'est pourquoi ils se nourrissent abondamment de viande. Après 150 km de navigation, nous pénétrons dans une zone militaire. Quelle que soit la moindre expédition, il faut obtenir un laissez-passer du ministère de l'Intérieur. Mais ici, on passe ou on ne passe pas selon l'humeur des militaires. Nos guides savent bien qu'un billet ou des cigarettes sont monnaie courante. La corruption arrange tout, c'est ainsi. Les eaux charrient des troncs d'arbres qu'il faut savoir éviter, mais pas si évident que ça lorsque la pirogue fait 8 mètres de long. Pour des besoins pressants de nourriture, nous pêchons à la dynamite, ce qui est formellement interdit. Ce poisson carnivore, avec ses 28 dents, pareil à des lames de rasoir, est le fléau de l'Amazonie. Même abattu à coups de machette et vidé 1 heure après, le cœur du piranha continue à battre. Il n'attaque et devient dangereux qu'en présence du sang. Aldo et Milton, nos guides, ne sont pas très doués pour la cuisine. Heureusement, Suzanne sait parfaitement assaisonner les fourmis géantes et transformer l'eau du fleuve en un véritable potage vitaminé. Les plantes de la forêt fournissent tout, des anesthésiques, des contraceptifs, des poisons et des drogues utilisées par les sorciers indiens. Elles sont un remède efficace et combattent parfois les morsures de serpents. L'ensemble des tribus indigènes possèdent une fabuleuse connaissance. Hélas, elle n'est consignée nulle part. Peut-être cela vaut-il mieux pour nous ?
Cinquième et dernier jour de pirogue. Le rio se rétrécit, la navigation est de plus en plus difficile au virage. De temps en temps, des arbres déracinés coupent le passage. Une seule solution, s'armer de machettes et au besoin de dynamite si ça ne suffit pas. Nous sommes conscients que notre intrusion et l'apport de notre civilisation sont de plus en plus néfastes. Elle détruit l'identité culturelle des peuples et convoite les trésors de la nature jusqu'à épuisement. Lago Agrillo est une ville champignon qui doit son existence à l'or noir. L'aéroport Santa Cecilia a été construit spécialement par des compagnies pétrolières. Participer à ce voyage. Nicole, Suzanne, Sylvie, Françoise, Roselyne, Catherine, Joël, Michel, Jean-Pierre, Lionel, Gérard, Didier, Pierre, Christophe, Dominique Jean-Pierre et Christian.